j'avais un métier dans l'informatique. Et depuis janvier 2013, enfin un peu plus de 2 ans maintenant, je fais que du slam, je fais des concerts, je participe à des scènes slam, j'anime des ateliers comme aujourd'hui, j'ai fait un livre, j'ai fait 2 disques, puis voilà, ça me permet de vivre, et j'aime bien. J'aime bien vivre, mais j'aime bien ma vie d'artiste. Et voilà, à partir de là, l'idée c'est que vous posez des questions, je peux aussi vous décrire ce que c'est que le slam. Vous savez ce que c'est le slam en fait? Vous diriez que c'est quoi? C'est de la poésie, ouais. En musique. Ouais. D'autres choses? Vous connaissez des slammeurs? Ouais. Qui connaît Grand Corps Malade? Qui connaît d'autres slammeurs? Le slam, c'est un style. J'aime pas parler de style, je trouve que c'est pas un style. Mais je vous en parlerai tout à l'heure. Mais disons, le slam, c'est un genre qui n'a pas de vedette, à part Grand Corps Malade. Grand Corps Malade, c'est le seul slammer qu'on connaît, que tout le monde connaît, et encore, ce qui fait, lui, il dit que c'est pas tout à fait du slam. Si vous lisez des interviews de Grand Corps Malade, ou si vous en écoutez, vous verrez qu'il dit assez volontiers mes concerts, mes disques, c'est pas du slam. Parce que, notamment, dans le vrai slam, il n'y a pas de musique. Le slam, c'est un moment où on se réunit et où on dit de la poésie. Moi, par exemple, sur les scènes slam, je dis des textes comme ça. Cathy était avocate dans un cabinet capitonné de la capitale. Elle était carrément calée en tout, en déclamation classique autant qu'en calcul mental. Cathy, pourtant, craqua pour Nikki, un karatéka au caractère de bazooka, qui avait un KO plus d'un lascar, cabossé plusieurs indélicats. La caricature de l'athlète au QI de cacahuète. Et ce qui lui valait ricanement et sarcasme, il avait une voix de castrat. « Casse-toi, cafard !» clamait-il d'un ton de canard pour du karaoké, mais tous se cassaient car il était bien capable de les fracasser. Cathy et Nikki formaient un couple bancal qui allait cas. Mais ils s'offrirent des vacances en cadeau. Carthage, les Caraïbes, le Canada en cargo, les caps sur le Costa Rica et chez les Incas, au bord du lac Titi. Caca. C'est le cas et ça devient délicat, car lors d'une escale au Kamchatka, Nikki tomba sur Nikita, qui le conquit. Exquise coquine sous son bikini rikiki, blonde viking au Niakina qui taquinait son whisky au bord de la piscine. Nikki se dit, c'est parti mon kiki. Niki Nika Nikita en catimini sortit Cathy. Ce fut la cata. Mais Cathy ne s'avoua pas vaincue. Acculée par le culot de cet inculte qu'il avait fait de cocu, elle accumule à la rancune, le corps, sculpté à la muscule, de son concubin culturiste, lui parut soudain ridicule. À lui et à l'autre succube, sa concurrente inexcusable, elle prépara une revanche aciculaire. Moi non plus, je ne sais pas ce que ça veut dire aciculaire. Mais c'était pour rendre mon texte moins... Il faut savoir que Nikki, comme un nombre colossal de ses collègues à gros biscotto et à Cervelle Plastico, vouait un culte incommensurable à sa bagnole. Une corvette de collection du Corée d'autocollant multicolore. Alors, Cathy cogna sur la corvette et commit comme un accro qui aurait été causé par la Skoda de Nikita. Et elle plaça incognito dans le coffre de la corvette une Kalachnikov. Vous allez bien voir, mais... Lorsqu'il vit l'accro, Nikki entra dans une colère encore inconnue, tombant comme par coïncidence sur la Kalachnikov, il l'épaula et dégomma sa copine décolorée. « Connasse !» fut son seul commentaire. Les flics, le coffre illico, et les copains carrément de trous dans un code cause because ne cause pas avec le code au pays des cocos. En conclusion, mesdames, un type baraque en Cadillac, c'est de l'arnaque. Le plus chic, c'est un gars sans plaque de choc et en transport public, mais avec une vraie voix de mec, même s'il a quelques tics.
texte que je lis de temps en temps, où je m'amuse beaucoup avec les sonorités, avec des gestes un peu ridicules et tout. De temps en temps, ça peut être tout autre chose. Ça peut être plus drôle ou moins drôle, ça peut être tragique, ça peut être violent, ça peut être vulgaire, ça peut être de la poésie déclamée. Enfin, il y a plein de styles différents. C'est pour ça que je disais avant, j'aime pas dire que le slam est un style. Le slam, c'est un moment où on dit de la poésie avec un public et où le public, en principe, il réagit. Il bouge, il répond, quoi. Vous aimez la poésie, vous? Moi qui fais oui de la tête, mais c'est un extraterrestre. En général, les gens n'aiment pas tellement la poésie, c'est un truc de vieux, c'est un truc ringard, quoi. Ça fait chier. Et c'est pour ça que le slam a été inventé. C'est une forme de poésie où on se réunit, on dit de la poésie, n'importe qui peut monter sur scène, on a 3 minutes, pas de musique, pas de décor, pas d'accessoires, et on dit notre texte. Et le public, il intervient. S'il trouve que c'est bien, il dit « ouais, super, bravo ». S'il trouve que c'est nul, il dit « oh, c'est pourri » et tout. Et de temps en temps, on demande au public de mettre des notes. Donc ils ont des petits cartons avec des numéros de 1 à 10, puis ils donnent des notes, 10, 9, 8. On compte les points. Et ça permet d'échanger. Les poètes, enfin ceux qui lisent la poésie, parce que n'importe qui peut être poète en slam, ceux qui disent un poème se rendent compte des notes qu'ils ont. Ah ouais, ok, moi j'ai cru que j'étais assez bon, mais j'ai des 2 et des 3. Ou bien au contraire, moi je pensais que c'était pas terrible, mais j'ai que des 9 et des 10, donc c'est encourageant. Donc il y a des échanges comme ça, et petit à petit ça force un peu les gens qui font du slam à faire de la poésie qui touche le public. Parce que le gars qui va devant le public avec son livre et puis qui dit Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage, il va se ramasser des 1 et des 2, et puis il ne va pas le faire 2 fois, quoi. Donc petit à petit, les slameurs se sont habitués à faire une poésie qui bouge, qui est vivante, qui claque, qui étonne, qui fait rire, ou qui énerve, mais qui fait quelque chose, pas une poésie où on s'endort. C'est un peu vicieux de mettre des notes à la poésie, selon moi. Je suis un peu sceptique, quoi. Je trouve que c'est pas bien quantifié là. Mais cela dit, néanmoins, le slam a permis de rendre la poésie beaucoup plus vivante qu'avant. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Pourquoi Narcisse? Oui. Dans mon jeune âge, je faisais de la musique. Et j'étais toujours dans l'ombre. Je faisais de la musique de film, je faisais de la musique de pub, j'ai fait de la musique de pièces de théâtre, des habillages radiophoniques, des petits jingles, voilà, Radio Jus, et Fréquence Banane. Et Fréquence Banane, c'est la radio des étudiants de l'Université de Lausanne. Et à un moment donné, j'en ai eu marre d'être toujours dans l'ombre et de toujours faire de la musique, mais jamais pour moi. Et je me suis dit, je vais faire un truc pour moi. Et j'avais envie aussi de prendre un pseudonyme pour que les gens ne fassent pas l'amalgame entre ce que j'avais fait avant, ce que je voulais faire à partir de ce moment-là. Et donc, Narcisse, je trouvais que ça allait bien, parce que c'était un peu narcissique pour moi de faire une fois un projet où j'allais mettre devant la scène. Et mon grand-père s'appelait Narcisse, c'était son prénom. Et c'était aussi, il était décédé un peu avant, puis ça faisait un hommage à mon grand-père. C'était un projet narcissique, et aussi, moi ce que j'aime bien dans le personnage de Narcisse, c'est qu'en général les gens l'aiment pas. Pourquoi les gens n'aiment pas Narcisse? Parce qu'ils se disent, c'est comme gros connard qui est tombé amoureux de lui-même, c'est pas bien de tomber amoureux de soi-même, il faut tomber amoureux de quelqu'un d'autre, mais pas de soi-même. Et si on lit un peu entre les lignes la légende du personnage de Narcisse, on se rend compte qu'en fait c'est pas tout à fait ça qu'il a vécu. En fait, ce pauvre gars, on lui avait jeté un sort et il était condamné à tomber amoureux de son reflet dans l'eau. Et il essayait de concrétiser son amour en essayant de prendre le reflet, et quand il le touchait, ça faisait des vagues, puis le reflet disparaissait. Et il en est mort de chagrin. Il est mort de chagrin de ne pas avoir pu concrétiser son amour. C'est donc un gars qu'on n'aime pas a priori, mais si on comprend pourquoi il est comme ça, tout à coup, on se dit « Ah oui, mais il devient attachant, quoi. » Et j'aime bien les gens qui sont comme ça,
qui sont d'un abord un peu bizarres, un peu dérangeants, et quand on s'intéresse à eux, on les trouve attachants. C'est pour ces trois raisons que j'ai pris le mot narcisse. Oui. Quels sont les thèmes que vous abordez le plus dans vos poèmes? Alors, j'aime beaucoup jouer avec les mots et les sonorités, comme j'ai fait avant. Là, il n'y avait pas vraiment un thème. L'histoire que je racontais, elle était cucu, on s'en fout. Par contre, j'avais envie de jouer avec ces sons, avec les gestes et tout. Ça, c'est un thème que j'ai dans plusieurs textes. Et puis, j'ai aussi d'autres textes où j'aime bien être un peu cynique, un peu méchant, et critiquer les choses qui me déplaisent dans la société. J'ai un texte où je dis on s'en fout des premiers, quoi, parce qu'on est dans une société où on veut des premiers partout. On fait des concours de tout, y compris des concours de poésie. Et j'avais envie d'écrire un texte là, quand j'ai un texte où je dis que je déteste les sportifs, parce qu'ils courent sur place au feu rouge, quoi. Je trouve ça tout. Personne n'est sportif. Une fois, je vais me ramasser, je vais tomber devant un gars qui est comme ça, là, mais ça, le texte des sportifs, c'est plutôt de l'humour au deuxième degré, quoi. Après, j'ai un texte où je dis que j'aimerais bien être le diable. Ça me permettrait d'avoir des tas d'amis. Et je joue avec ça. Puis alors, dans ce cas-là, j'aime bien faire vraiment le diable, quoi. 666 serpents te saisissent, 600 toi te salissant jusqu'au calice. Voilà. Et j'aime bien jouer un personnage, quoi. Un personnage de méchant, de gars bizarre. C'est ça un peu mes sujets. D'autres choses? Je fais le texte sur les premiers. En fait, il y a une intro. Ouais. En principe, j'arrive avec une feuille, je prends une feuille de moi. J'arrive sur scène avec une feuille, puis je fais... je m'appelle Narcisse, je mange des saucisses, et j'aime aussi les femmes, je leur déclare ma flamme. C'était mon premier slam. Et voici mon dernier. Je joue du tam-tam, ça fait du ramdam. Les voisins du dessus en ont tous par-dessus la tête. Vous m'avez l'air déçu, en fait. Vous voudriez du progrès, une amélioration, que je passe du stade niais à la consécration, qu'après beaucoup d'efforts, où j'en aurais bavé, je termine le plus fort sur le haut du pavé, comme Rocky, Rambo, Superman, comme Heidi, Yoko Tsuno, Pretty Woman, en un mot, comme tous ceux dont on parle. Mais pour un seul gars qui vend 100 millions de bouquins, il y en a bien 100 millions qui n'en vendront aucun. La règle, c'est pas partir de rien et devenir star. C'est bien partir de rien, mais n'arriver nulle part. Et moi, j'aime bien ceux qui n'atteindront jamais la lumière. Au concours de Miss Monde, dès les premières secondes, je préfère les secondes aux premières. Partout où l'on va, il faut être premier. On court dans le métro pour pas rater la rame. Et sur la route, on rame pour arriver plus tôt au boulot. Ou sur le mur du bureau, le patron a noté « on doit être les premiers », ce qui n'est pas gagné. Parce que partout ailleurs, ils disent « on doit être les meilleurs ». Ils voudraient tous gagner, ils veulent tous être au top. Mais stop, on s'en fout des premiers. Nos nouveaux idéaux sont les premières vidéos vues 1 milliard de fois sur le net. C'est net, on ne mate que celles qui se mettent en premier, sur le premier des moteurs de recherche. Il y a la télé. C'est con. Maintenant, même la chanson est un concours. Si tu te gourres, on t'attend au contour. On fait même des émissions où des gars se battent pour savoir qui cuit le mieux les pâtes. Sous les spots, ça m'épate, mais stop! On s'en fout des premiers. Au ciné, on nous vend des avant-premières pour qu'on soit les premiers à voir le dernier Harry Potter. Ou le meilleur des espions, le plus fort des escrocs, ou une super production superposant les super-héros. Et en amour, il faut toujours que ce soit à la fois un exploit et comme au premier jour. Que dès le premier baiser engourdi, on assure comme Rocco Siffredi en cinémascope, mais moi je dis stop, on s'en fout des premiers. Ce qu'on veut,
C'est un monde meilleur, pas un monde de meilleur. Dites-leur à cette bande de ploucs qu'on ne vit pas dans le Guinness Book. Voilà. Vous avez d'autres questions? Oui. Donc, du coup, puisque vous n'êtes pas être majeur, ce serait quoi pour vous l'apogée en tant que dans l'islam? Ouais, ça c'est une excellente question. En tout cas, là actuellement j'ai une vie d'artiste moyen, moyennement connu. Je gagne ma vie comme un enseignant à l'école. Enfin, je veux dire, je ne gagne pas des millions. Mais je ne suis pas non plus l'artiste de rue qui joue de la guitare et qui a 2,50 francs à la fin de la journée. Donc, et cette vie-là, je l'aime bien. J'aime bien le côté où je peux encore faire mes courses à Migros, et puis je m'implique un peu dans tous les aspects de ma vie artistique. C'est encore moi qui porte mes instruments, qui installe les micros, qui suspend les lampes, je dois monter sur des échelles et tout, qui négocie les contrats avec ceux qui m'engagent, qui négocie les contrats avec mes musiciens, avec mes techniciens, qui conduit mon petit camion avec mon matériel et mon guitariste et tout. Mais en même temps, on va quand même à l'étranger. On est allé jouer beaucoup de fois en France, en Belgique. Je suis allé au Burkina Faso récemment, en Afrique. Je suis allé à Chicago, aux États-Unis. Tout ça, c'est cool. Et ouais, j'aime bien cette vie. On est sur la route, on dort à l'hôtel, on rencontre plein de gens. On est bien accueillis souvent dans les salles de concert. Et tout ça, c'est bien. J'aimerais bien un peu plus, des salles un peu plus grandes, un peu plus de public et tout. Tout ça, ça me plairait bien, ça me rassurerait aussi. Parce qu'il y a toujours le risque que tout d'un coup, ça ne marche plus. Si ça ne marche plus, moi, je ne peux pas tenir longtemps avec mes réserves. Quoique je pourrais faire d'autres métiers, mais je n'ai pas envie. Mais donc, avoir plus de confort, ça serait l'apogée, ça serait sûrement un peu plus que maintenant. Mais moi, je ne vise pas de faire un concert au Stade de France devant 50 000 personnes. C'est un truc que je n'ai pas tellement l'impression que ça me rendrait plus heureux. C'est ça. Puis je ne sais pas si je vise une apogée, je crois qu'il faut aussi apprécier le parcours. Disons que je n'ai pas tellement un but en me disant un jour je serai à l'Olympia. J'apprécie le parcours. Aujourd'hui, je suis content d'être avec vous. Demain, j'ai un cours de théâtre avec mon prof de théâtre, j'adore ça. Après-demain, j'ai un concert à Zurich, etc. C'est des moments que voilà, j'aime bien. Cette vie au quotidien. Voilà. D'autres choses encore? Je vous ai fait peur avec mon texte médian. J'aime bien aussi un texte où je dis je sais des mots qui pourraient vous tuer. Que je sais. Le jeu, c'est de trouver les mots justes, de vous souffler ce qui vous souffle dans le souffle, de tomber sous la formule qui déclenchera chez vous l'infarctus. On a tous une phrase létale. Quelle est la tienne, Étienne? Je la trouve avant que tu l'étales. Je m'amuse bien. Et vous êtes deux classes différentes. Vous êtes en quelle année? Troisième et deuxième. Ok. Donc pour certains, vous finissez dans un mois, quoi. Mais vous avez encore le spectre des examens de votre... J'ai fait ça. Je vous ai dit que j'étais ici, moi, au lycée. Parce que j'ai eu 5 ateliers aujourd'hui. Alors, ça fait 5 fois que je dis la même chose. Donc, des fois, je radote. Mais oui, moi, j'ai fait le lycée ici, mais au siècle passé. Ouais, j'en ai un bon souvenir. C'était pas facile, quoi.
il fallait bosser, les examens c'était un grand stress, mais c'était quand même un bon moment. Vous aimez cette vie de lycéen, lycéenne? Ouais, non, c'est cool. Profitez-en, c'est assez sympa. Moi, on avait fait un groupe de rock avec des copains du lycée, et on était un peu le groupe officiel du lycée, quoi, le groupe rock du lycée cantonal. Et on avait fait des concerts, on avait fait un concert à l'Aula des Jésuites, juste là, hein, pour la cérémonie de remise des battus. Et puis on avait fait un vrai concert de rock, on avait une saune comme ça haut, on avait loué plein de lampes, on avait acheté des fumigènes, les gars qui avaient installé l'orgue super prestigieux dans l'Aula des Jésuites, ils étaient complètement inquiets parce qu'ils avaient peur que la fumée aille attaquer les tuyaux, quoi. Et ouais, c'était un bon moment, ça. Et ce concert de rock, c'était assez sympa. On était une quantité, on était 9 musiciens, parce que tous les élèves, enfin les lycéens comme moi, qui jouaient un peu de la musique, ils avaient voulu participer à notre groupe de rock. Donc il y avait 3 guitares, 3 claviers, batterie, saxophone, et tout. Puis on y allait à fond la caisse. Et ouais, après, on a fait une dizaine, une vingtaine de concerts, puis après, bah forcément, le groupe s'est séparé parce qu'il y en a qui sont partis. Moi, j'avais fait des études à Genève, il y en a d'autres qui étaient à Lausanne, à Neuchâtel, à Zurich, il y en a qui sont restés dans le Jura, puis le groupe a disparu. J'en ai encore un bon souvenir. Quand je reviens ici, je trouve qu'il y a plein de choses qui ont changé, comme ce lieu ici qui n'existait pas. Ici, c'était le restaurant. Et puis, il y a plein de choses qui sont restées exactement la même chose. Les vitrines de chimie au premier étage. Je peux vous dire que je ne suis pas tout jeune, et je peux vous dire qu'elles étaient déjà là, et qu'elles étaient déjà vieilles quand j'étais là. Voilà. Il y a des gens parmi vous qui ont déjà fait du slam, ou qui ont déjà dit de la poésie devant les autres. Non. Il y a des gens parmi vous qui font, par exemple, du théâtre. Oui, ok. Ou de la musique. De l'instrument. Du rap. Pas de rappeur. Et vous aimez être sur scène? Ceux qui font de la scène? Les gens qui font du théâtre? Ça vous plaît d'être sur scène? Oui. Moi j'aime bien. Il y a des gens qui trouvent que c'est très difficile. Parce que dans les soirées slam, en fait, ce qu'on fait en général, c'est qu'il y a un animateur de la soirée, qu'on appelle le slam master. Lui, il inscrit les gens qui vont dire des poèmes. Et c'est lui qui organise un peu la soirée. Il appelle les gens sur scène. Donc d'abord, il passe vers les gens, il dit, est-ce que vous voulez dire un texte ce soir? Oui, non, il prend les noms. Et puis après, il appelle les gens sur scène. Dans certains cas, on tire au sort, on met les noms dans un chapeau, puis on tire les noms au sort. Surtout quand on met des notes, parce que les gens qui passent en premier, ils sont quand même un peu désavantagés par rapport aux autres. Mais sinon, si on ne fait pas un concours, souvent on analyse des noms, puis celui qui est Slam Master, il choisit un peu en fonction de ce qu'il sait. Il sait que lui, il fait des textes un peu trash, alors après, il va mettre lui qui fait des textes plutôt calmes. Il alterne les garçons, les filles, les jeunes, les vieux, il fait attention un peu à ça, quoi. Et il appelle les gens montent sur scène, et il y a aussi plein de gens qui viennent à des soirées slam et qui disent rien, qui viennent juste écouter, regarder. Et souvent, il y a des gens, moi des fois je suis slam master à Lausanne, je participe à une association à Lausanne qui organise une scène slam tous les mois. Et tous les 2 ans, on fait un festival de slam international à Lausanne. Et alors, moi de temps en temps, je suis slam master, puis je vais vers les gens, je vais faire un slam ce soir, je vais dire un texte, puis il y a plein de gens qui disent, oh non, jamais, non, surtout pas, je pourrais jamais. Il y a des gens, pendant une année, ils viennent tous les mois, puis ils disent, non, non, jamais, et puis au bout d'une année, ils disent, ouais, ok, ce soir, je vais dire quelque chose. Et ça, c'est cool. Et on en parle assez souvent avec des gens. Ils me disent, mais c'est difficile pour toi, c'est pas dur d'être sur scène, quoi. Et moi, je trouve que ça va. Et je trouve que c'est plus facile, personnellement, d'être sur une scène devant 300 personnes
que devant 2 personnes. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, si vous ressentez ça. Moi, le plus dur pour moi, c'est de faire mes slams devant mon prof de théâtre, quoi. Il est assis devant moi, il me regarde, puis je lui montre que je trouve que c'est super dur. Par contre, bon, là, ça va, vous êtes beaucoup, c'est une masse. Et il y a du contact, il y a du répondant. Quand je fais mon truc un peu interactif, c'est parti, mon kiki, ça marche. Et quand j'ai mon prof de théâtre qui dit kiki, c'est plus dur. Mais je sais aussi qu'il y a des gens qui ne sont pas comme ça, qui trouvent que c'est plus facile d'intervenir devant 2, 3 personnes que devant 200. Et puis devant 10 000, ils n'imaginent même pas, ils mourent. Moi, j'ai jamais fait 10 000, mais 4 000 une fois, puis je trouve que ouais, c'est assez facile, parce que c'est un gros machin, quoi. Quand vous dites c'est parti, non, puis vous avez Kiki à 250 décibels, ça le fait, quoi. Oui. C'est pas votre plus beau souvenir en tant que Oh, mais alors là, je vais faire vraiment le prendre, quoi. J'en ai eu plusieurs, mais une fois, il y avait Francis Cabrel dans la salle. Et il est venu vers moi, il m'a dit, je suis impressionné. Et puis, mon autre meilleur souvenir, c'est Mark Smith. Mark Smith, c'est l'inventeur du slam. Il est de Chicago. Et c'est déjà, c'est assez étonnant qu'on sache exactement qui a inventé un style, une forme d'art, quoi, le slam. On ne sait pas qui a inventé le rock, on ne sait pas qui a inventé le rap, on ne sait pas qui a inventé la chanson, mais on sait qui a inventé le slam. C'est Mark Smith. Dans les années 1980 à Chicago. Et un jour, je reçois une invitation sur Facebook de Mark Smith qui me demandait comme ami. Moi je dis, Mark Smith me demande comme ami. Alors je lui ai envoyé un message, j'ai écrit, cher monsieur Mark Smith, je suis très content que vous m'ayez demandé comme ami. Je fais du slam en Suisse. Je vous apprécie beaucoup, vous êtes mon maître. J'ai envoyé ça, puis il n'a jamais répondu, puis je me suis dit, bon voilà, ça va faire, tant pis. Et une année ou deux plus tard, tout à coup, il m'envoie un mail, il me dit, écoute, j'ai entendu parler de toi, j'aimerais faire un spectacle de slam bilingue français-anglais, j'aimerais que tu viennes à Chicago travailler 10 jours avec moi. Et alors, je suis allé à Chicago, chez Mark Smith, dans sa maison, dans sa salle de bain, dans sa cuisine. J'ai travaillé avec lui. Non, je ne suis pas chez lui. Il est marié, moi aussi, tout va bien. Mais enfin, là, j'étais super content et super fier d'échanger avec lui, de travailler avec lui. Et puis après, l'année suivante, là c'était en 2013, et en 2014, je l'ai invité à Lausanne, au Festival de Slam de Lausanne. Il est venu avec une équipe de slameurs américains. On a fait un nouveau spectacle de slam en français et en anglais. On est passé à la radio, à la télé. Si vous allez sur YouTube, vous mettez Lausanne Mark Smith ou Slam Lausanne Mark Smith, vous allez le trouver. Il y a eu des émissions de télé et tout. Vous allez voir des extraits du spectacle qu'on a fait. Et ça, c'était un super grand moment pour moi. J'étais super content. Après, il y a des bons moments avec le public aussi, quoi. Des salles où vous avez un public super chaleureux, qui est debout à la fin du concert. Ça fait quand même des bonheurs intenses, quoi. Puis après, 2 jours plus tard, vous faites un concert devant 8 personnes qui sont au bar et qui boivent des bières et qui chantent des chansons paillardes. Puis vous êtes sur scène et vous faites Katia, t'es avocate. C'est difficile. Et, mais, en fait, j'ai un bon copain qui est bouddhiste. Et mon copain bouddhiste, il me dit que son objectif, son idéal, c'est d'avoir une vie comme ça, quoi. Toujours constante. Jamais un gros problème, jamais une grosse joie. C'est toujours, on est serein, on est calme, on est centré, tout va bien. On ne mange pas trop, on ne mange pas trop peu, on ne rit pas trop, on ne rit pas trop peu. On ne travaille pas trop, mais on travaille quand même. J'y disais, c'est fou parce que ma vie, c'est exactement le contraire, quoi. J'ai des moments de bonheur, mais extrêmement intenses. Tout d'un coup, j'ai 300 personnes qui m'applaudissent, puis je suis au paradis. Puis j'ai des moments de déprime, quoi.
Il y a plein d'artistes qui se suicident. Moi, ça va. Mais la vie d'artiste, c'est vraiment un truc en zigzag. Et moi, j'adore ça. J'aime bien. Puis je me rends compte petit à petit que, ok, il y a des moments où c'est dur, puis et puis je sais que plus tard, ça va changer. Mais c'est vrai, si je reviens un peu à ta question du mon idéal, mon objectif, je ne sais plus quel mot tu as utilisé. Mon apogée. Mon paroxysme. Ça serait peut-être d'avoir quand même moins de ces moments où on se fait chier, quoi. Il n'y a personne dans la salle. L'organisateur, il n'est pas content parce qu'il a eu 10 entrées, puis il a gagné 200 francs. Puis, ouais, c'est des moments difficiles, ça. Et donc, j'aimerais quand même, peut-être que ça soit que je sois un peu plus connu, puis que partout où je vais, de toute façon, je sais que je remplis la salle à peu près, quoi. Ça pourrait être plus agréable, ce serait plus apogétique. Au revoir. Voilà. D'autres questions? Oui? Vous écrivez combien de textes par semaine, ou par mois, ou par jour, ou par semaine? Très peu. J'écris très lentement. Quand j'écris un texte toutes les 2-3 semaines. Et il y a des périodes où j'écris pas parce que, par exemple, l'année passée, j'ai créé un nouveau spectacle. Ben, pendant 8 mois, je n'ai pas écrit une ligne parce que j'avais plein de concerts, de préparation, répétition et tout. Donc voilà. Et puis il y a d'autres périodes où j'écris beaucoup. Mais écrire beaucoup, pour moi, c'est pas plus que 2-3 heures par jour, sinon il n'y a rien qui vient. Je fatigue et tout. Donc je sais que c'est comme ça, alors j'écris pendant 2 heures, puis après je fais d'autres choses. Il y a toujours plein de choses à faire, des factures, travailler à la musique, parce que je fais aussi de la musique et tout. Donc voilà. Oui? Mais quand vous écrivez, quand vous commencez un texte, vous le finissez? Non. Non. Ah, ou bien, enfin, non parce que je mets 2-3 semaines pour écrire un texte. Donc, si un jour je commence, je finis pas le jour même. Mais j'ai peu de déchets. C'est ça la question. Parce que je connais pas mal d'artistes, que ce soit des chanteurs ou des slammeurs ou des rappeurs. Typiquement, des chanteurs, ils écrivent 40 chansons et puis ils en gardent 12 pour un disque. Ça, moi, je fais pas. Moi, je suis un peu plus avare ou économe. Le 80% des textes que j'ai commencé, ou 90% des textes que j'ai commencé, je les finis et je les dis sur scène. Après, il y a des textes que j'ai écrits pour des situations précises puis que je ne dis pas régulièrement, des commandes, quoi. J'ai écrit des textes pour des expositions de peinture, pour des bibliothèques, pour des musées, et puis ça, ben, je ne les dis plus, ou pour des amis. Et puis, ça c'est exceptionnel, mais en général, j'essaie de rentabiliser un peu le texte. Surtout du fait que j'écris lentement. Mais il y a des slammeurs qui écrivent un texte en un quart d'heure. Mais peut-être que pendant 6 mois, ils ont réfléchi, puis ils ont écrit après d'un jet. On ne sait pas trop ça. Ce n'est pas ceux qui écrivent le plus vite qui écrivent le mieux. Mais ce n'est pas le contraire non plus, ce n'est pas forcément ceux qui écrivent le plus lentement qui écrivent le mieux. Il y a de tout. Encore une question? Sinon, il est quasi l'heure là. Hein. Je crois que c'est 5 moins le quart, la fin des festivités. Moins 10. Ah, moins 10. Ah, non, vous posez encore des tas de questions compliquées. Oui. Pourquoi le slam? J'ai choisi le slam parce que je ne savais pas chanter. J'ai voulu faire de la chanson, puis ça n'allait pas. Et à ce moment-là, j'ai entendu parler de gens qui faisaient de la poésie, que c'était un peu comme du rap, mais pas tout à fait, et puis qui est de la musique, mais qui parlait. Puis je me suis dit, c'est quoi ce truc? J'ai entendu dire que ça s'appelait du slam. Et puis je suis allé voir sur Internet, puis j'ai vu qu'à Lausanne, il y a des gens qui organisaient des soirées slam tous les mois. Et je suis allé voir. Et ce qui m'a étonné, la première chose, c'est qu'ils ne faisaient pas de musique. Et je me suis dit, ah, c'est pas ce que j'imaginais aussi. Mais après, je me suis dit que j'allais faire du slam en musique. Et puis, j'ai fait ça, quoi. Il y a Grand Corps Malade le fait aussi, hein, il fait du slam avec de la musique, mais lui, il dit que c'est pas du slam.
Et les Français, en général, ils disent ça. Ils disent le slam, c'est 3 minutes par personne, pas de décor, pas de costume, pas d'accessoires, pas de musique. Si tu fais de la musique, c'est pas du slam. Si tu as un accessoire dans la main, c'est pas du slam. Et après, les Français ils disaient, bon, mais si tu veux faire ton spectacle avec ta musique et tes textes, fais-le. Mais c'est pas du slam. Et moi, j'y ai cru, parce qu'on me le disait, puis je disais, bon, d'accord, jusqu'à ce que j'aille chez Mark Smith à Chicago. Et lui, il mettait de la musique dans sa scène slam à lui. Et j'ai dit, mais alors Marc, et il utilisait des accessoires, il prenait des bouteilles de bière sur les tables, il jouait avec, comme ça. Alors qu'en France, c'est interdit, si vous faites ça, vous faites bannir de la scène slam de France. Et puis, moi, je vois Mark Smith faire ça, puis je dis, mais on va se faire, Mark Smith. J'ai dit, mais tu nous dis que c'est sans musique, sans accessoires, et toi tu mets de la musique, tu fais des accessoires. Puis il m'a dit, ah oui, mais ces règles, moi je m'en fous. Je les ai imaginées parce que je voulais faire une forme de poésie qui touche le public, où le public intervient, où le public réagit. Et puis ça, c'était un moyen de mettre tous les poètes sur un pied d'égalité, pas qu'il y en a un qui débarque avec une guitare ou avec un chapeau de magicien. Et c'est des trucs que j'ai imaginés comme ça, mais c'est pas des règles qu'on doit respecter tout le temps. Le slam, c'est pas respecter ces règles. Le slam, c'est faire une poésie qui parle aux gens, qui les touche, qui les interpelle. Lui, Mark Smith, quand il fait de la poésie, il est comme ça, comme ça, avec les gens. Il les scoop par les épaules, puis il tend le micro comme ça à quelqu'un. Il est tout le temps comme ça, dans le public. Quand je l'ai invité à Lausanne, on est allé à la librairie Payot. Il a fait du slam avec moi là. Il y a des gens qui étaient dans la librairie, qui achetaient des bouquins et tout. Puis lui, il allait vers eux, puis il les secouait, puis il leur parlait, il disait son poème en anglais, je ne comprenais rien. Il est comme ça. Et le slam, pour lui, c'est ça. Et comme c'est lui qui l'a inventé, je pense que le slam, c'est ça. Le slam, c'est vraiment faire une poésie qui bouge, qui vit, et qui fait participer les gens. Ça n'a pas révolutionné la poésie. On ne fait pas de la poésie très différemment depuis qu'on a inventé le slam. Mais on l'écoute différemment. On ne l'écoute plus religieusement comme ça, par un applaudit comme ça. Maintenant, quand on va à des soirées slam, on rigole, on crie, on hurle, on réagit. C'est un peu rock, c'est un peu punk. Mais j'aime bien cet esprit de faire participer le public. En même temps, le public, en général, il est super respectueux. Il peut réagir fort, et ça c'est bien, mais quand vous parlez tout doucement, il ne bouge pas. Voilà, vous êtes comme ça aussi. Hein. Si je viens comme ça et je vous dis un truc, tout le monde me regarde, et je peux parler tout doucement, et ça c'est un respect que j'apprécie beaucoup, et qu'en slam on retrouve beaucoup. On retrouve moins dans les clubs de rock où les gens boivent des bières et puis font la fête, mais c'est pas, disons, l'ambiance s'y prête pas. Enfin voilà. Encore autre question ou remarque? Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir une vie d'artiste? C'est difficile parce que moi j'ai un exemple. T'as envie de faire une vie d'artiste? Oui, bien sûr. Mais bon, si tu veux, il y a, en gros, il y a deux possibilités de base. Soit tu te lances jeune, et puis tu n'as pas beaucoup de besoins financiers, tu peux vivre en squat, chez des colocs et tout, puis si tu gagnes 500 francs par mois, c'est possible. C'est peut-être un truc que j'aurais voulu faire, mais j'ai pas fait. Ma vie ne s'est pas déroulée comme ça. L'autre possibilité, celle que j'ai faite moi, c'est que j'ai travaillé pendant longtemps, j'ai eu des enfants, une épouse, j'ai toujours d'ailleurs. Et j'ai construit une maison, j'ai acheté des voitures, j'ai pris l'habitude d'aller au resto, d'aller en vacances. Et puis, devenir professionnel, ça a été difficile parce que je ne pouvais pas, du jour au lendemain, me dire, oh bah, tiens, je vais gagner 500 francs par mois. Quoi. Ça n'aurait pas marché. J'aurais souffert. Et j'aurais fait souffrir du monde. Et donc, j'ai procédé par étapes. D'abord, j'ai fait de la chanson, mais j'ai vu que ça n'allait pas bien. J'ai découvert le slam, puis tout de suite, bouf, ça allait beaucoup mieux. J'ai fait un disque, j'ai commencé à faire un premier spectacle qui a pas mal tourné. J'ai fait un deuxième disque, j'ai fait un livre, j'ai fait un deuxième spectacle qui a tourné encore mieux. Et puis à ce moment-là, je me suis dit, j'y vais. Mais au moment où j'ai décidé d'arrêter de bosser,
je pensais que je pourrais gagner quand même déjà suffisamment ma vie pour faire vivre ma famille. Et ça a marché comme ça. Mais ça, c'est la base. Après, l'autre chose, il faut vraiment y croire pour réussir une vie artistique. Et je pense qu'il faut faire quelque chose qui te passionne vraiment et pas te dire, bon, je vais faire ce qui va mieux se vendre. Ça, c'est Bastian Becker, que j'aime bien par ailleurs, mais il a le risque d'être monté très vite très haut puis de descendre très vite très bas. C'est un pur produit commercial. Mais c'est pas de sa faute. Lui, il fait ce qu'il peut. Mais les gens qui l'ont entouré, qui l'ont... Non, mais j'aime beaucoup ce gars. J'ai aucune critique pour Bastian Becker. Mais c'est un gars qui jouait de la guitare tranquillement dans son coin, qui a été repéré par un gars très riche, qui lui a dit, toi, je vais te produire et on va devenir riches tous les deux. Ça a marché. Mais c'est un pur produit commercial. Et moi, je pense qu'il vaut mieux être un bon produit artistique